Bonjour et bienvenue sur ce point marché Daily FX consacré aux fourchettes d'Andrews et aux vagues d'Elliott. Nicolas Lavallée au micro, content d'être avec vous aujourd'hui, il est mercredi 16 heures. Et avant de commencer ce point marché, petit rappel sur les risques inhérents au marché d'échange et CFD. Donc ces marchés comportent un risque élevé et ne peuvent être recommandés à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et éventuellement consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. FXM ne pourra donc être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, j'espère que je n'ai pas coupé le live de Vincent. Si c'est le cas, je m'en excuse auprès de vous. Je sais que vous appréciez énormément Vincent et ses analyses, évidemment. Donc, il est 16 heures. Je regrette si c'est le cas. Et je lui présente mes excuses. Je suis vraiment désolé. Donc je vous avoue que 16 heures j'attaque mon webinaire, j'ai pas fait attention qu'un live était en cours. Donc je présente à Vincent toutes mes plus plates excuses. Voilà, donc bonjour visiteurs, bonjour Tony, bonjour à vous, merci d'être fidèle au rendez-vous à ce webinaire. Donc chaque mercredi 16 heures. Alors, la semaine dernière, j'avais consacré 40 minutes aux matières premières. Je voulais vraiment faire un focus sur le pétrole qui me semblait... Je suis vraiment désolé, donc bon, bah voilà. Voilà, bon écoutez, on va faire le tour. Si vous avez des questions sur des actifs en particulier que vous voulez que je regarde aujourd'hui, n'hésitez pas. Si j'ai quelques préparations, je ne manquerai pas de vous en faire part. Alors, ce qu'on va faire ensemble déjà, c'est qu'on va faire un petit point sur le focus sur les matières premières en début de session. Je vous avais dit donc la semaine dernière que j'aimais bien le cuivre pour se positionner à l'achat. Le gaz, j'en avais pas parlé de mémoire, mais j'en ai fait un article. Simplement parce que sur le gaz naturel, je reste avec un biais haussier. Même si il a fait un plus bas il y a quelques semaines, je pense quand même qu'on est sur une zone moyen terme de rebond technique avec formation potentielle d'un double bottom. Donc on va voir ça ensemble. En ce qui concerne le pétrole et particulièrement le Brent que je suis de plus près, je vous avais indiqué qu'on était sur un seuil technique de prise de bénéfice de la part des acheteurs. Donc on va regarder ce qu'il en est. On aura l'occasion, puisqu'on parle des matières premières, de regarder aussi rapidement l'AUD et l'or, voir un peu où ils en sont. Et puis on switchera naturellement sur les indices et le forex, si vous voulez bien. Donc voilà, vous êtes assez nombreux, hein. Mon avis sur le CHF, je vais le donner, et ainsi que sur le cuivre. Oui, tout à fait, le cuivre fait partie des actifs que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'on peut passer 5 minutes sur le DAX? D'accord, visiteur. On va passer 5 minutes sur le DAX. Bonjour Enwin, régulier chaque semaine. Bonjour à toi, ça me fait bien plaisir de te voir encore aujourd'hui. Alors, là j'ai le DAX qui s'affiche sur l'écran, mais on va d'abord aller voir le cuivre. Donc, il est 16h05, nous avons 55 minutes encore devant nous. Voyons voir le cuivre. Donc, le cuivre, je vous ai fait un article en début de semaine. Bon, vous saviez que j'étais sur la recherche d'un canal de régression sur le cuivre, puisque il est pour moi hein, sur une zone de rebond de moyen terme. Donc j'aimais bien en fait cette impulsion haussière. Je recherchais en fait une zone de retracement pour repasser à l'achat. Je vous avais donné les 2,12, 2,10 en fait comme premier cluster d'achat potentiel. C'était les 50% de retracement et c'était les 61,8%. C'était les 61,8% de retracement de cette vague et les 100% de cette vague ABC. C'était intéressant.
Bon, on n'a pas eu de price action haussier, mais on l'a eu sur cette avalante haussière, d'où l'article que j'ai envoyé sur Dailyfix, avec ici pour moi un achat qui vient de trouver son TP1 sur la ligne médiane. Donc, dans ce genre de situation, quand vous attendez en fait un rebond haussier des cours, il n'est pas, bon, il est pas toujours évident de se positionner sec, j'ai envie de dire cash sur des niveaux de cluster, parce que même si on sait que c'est un support chartiste, on le voit bien, on est sur une zone de support chartiste, le stop n'est pas toujours évident. Le stop ici en fait est sur le dernier bas, donc rentrer sur les 2,10, ça voulait dire mettre un stop sous ce dernier bas qui était ici. D'accord. Donc bon, ça veut dire que ça aurait fonctionné, mais une autre façon de voir, c'est aussi d'attendre qu'on ait une bougie de retournement claire et nette, et à ce moment-là partir sur clôture de cette structure de retournement chandelier japonais. Donc là on a une véritable avalante. Donc en général ce qu'on fait, c'est qu'on prend en fait sur clôture et puis on met un stop sous l'avalante. D'accord. Bon, alors après chacun sa technique, mais en général sur ce genre de structure en chandelier japonais, c'est ce qu'on fait. Et avec un TP sur la ML, ça donnait à peu près du 1 pour 1 entre un stop sous la valente et un TP, vous voyez, qui a touché à peu près, bon là on est sur les 2,22, donc vous voyez on est à peu près sur les plus hauts de la journée d'hier. D'accord. Donc ça c'est du 1 pour 1, et donc ce que j'ai mis dans mon article de oui, Anwoon, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que vous appréciez finalement cette approche analytique, hein. C'est une approche analytique qui est assez proche finalement d'une logique de trading. Donc c'est pour ça que dans mes articles, j'aime bien aussi vous donner des tips and tricks sur la façon dont ces analyses peuvent être après projetées en termes de money management, pour que vous puissiez pour que ça puisse vous aider simplement à décider dans vos propres opérations de trading. D'accord. Donc c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à vous, merci à Dailyfix pour la visibilité évidemment qu'il m'apporte au travers de ces webinaires et de ces contenus sur dailyfix.fr. Donc ce que je proposais dans l'article sur le cuivre, hein, c'est un article que j'ai publié d'ailleurs que j'ai publié aujourd'hui en fait, hein. Je ne sais pas s'il est en ligne, mais en tout cas j'ai envoyé pour publication aujourd'hui. Je préconise en fait ici de prendre 50% de bénéfices. Donc vous êtes entré sur clôture de l'avalante, on est sur du 1 pour 1. Pourquoi je préconise ça? Parce que en fait quand on regarde bien cette vague, on peut avoir du 1, 2, 3, 4, 5. Honnêtement ici on peut avoir du 1, 2, 3, 4, 5, mais ça peut être aussi du ABC. On peut avoir du 3 temps, et ici si on regarde bien, moi j'ai compté donc une vague A, B et C, mais on peut aussi avoir, vous voyez, du 1, 2, 3, 4, 5. Donc le décompte n'est pas clair. Je préfère être honnête avec vous et transparent là-dessus. Il y a plusieurs façons de décompter ces deux mouvements haussiers et baissiers qui sont là. D'accord. Donc par honnêteté intellectuelle, on peut être dans une phase de retracement comme une phase d'impulsion. D'accord. Mon biais est haussier, c'est la raison pour laquelle je recherche plutôt des achats que des ventes sur le cuivre. Même si, il faut le dire, hein, en tendance moyen terme, nous sommes baissiers. D'accord. Néanmoins, vu la zone, bas de canal avec une probabilité intéressante de voir les cours aller rechercher le haut du canal baissier, je préfère donc rechercher des achats. Alors, maintenant, on est quand même face à une incertitude héliotiste. Ok. Et donc, face à cette incertitude, vous devez avoir une action. Okay. L'incertitude, ce n'est pas quelque chose qu'on constate, qu'on regarde, c'est quelque chose qu'on gère du mieux qu'on peut. Et la façon de le gérer, c'est par un money management qui nous permet d'en limiter les effets. Limiter les effets de l'incertitude. Et quels sont ici les effets de cette incertitude? Eh bien, si mon décompte ici n'est pas un décompte impulsionnel, c'est un retracement ABC, eh bien, nous avons potentiellement fait une vague 1 avec une vague 2 ici et une vague 3 à venir qui va envoyer le cuivre vers des plus bas. D'accord? Ce n'est pas du tout à négliger comme scénario. J'ai presque envie de dire qu'il est équiprobable d'un point de vue héliotiste. Okay, si je regarde ce mouvement-là, je ne peux pas trancher. Ce que je savais, par contre, c'est qu'à la suite de ce mouvement-là,
on a trouvé un bas de canal, par action-réaction, la probabilité d'aller rejoindre la ligne médiane était forte, 80%, okay, d'après la théorie relative à Andrews et Babson. Donc, c'était un trade intéressant, d'accord? Mais nous faisons face à une incertitude. Donc, pour gérer cette incertitude, eh bien, on va prendre sur du 1 pour 1, 50% de notre position, sans toucher au stop qui est sous la valente, d'accord? Parce que le marché, en fait, imaginons que là, vous vous mettez stop 0, notre façon de faire, d'accord? Et puis que le marché retrace, et bien ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vous stoppe, d'accord? Et pourtant, il peut repartir derrière. C'est-à-dire qu'il aurait fait une vague, je vais vous le montrer, hein, il aurait fait une vague 1, 2, 3, 4 et 5, il retrace en 3 temps, il vous stoppe et il repart. Bon, ben là, finalement, certes, vous n'avez pas perdu d'argent, mais vous avez perdu, pour moi, l'esprit de la position initiale. Cette position initiale présentait un stop logique sous la valente. En transformant ce stop logique en stop 0, c'est-à-dire sur votre point d'entrée, vous cassez la logique de ce trade. Pour moi, on peut retracer et rechercher de nouveau le bas du canal pour repartir haussier. C'est pas parce que le marché retracerait jusqu'ici que ça invaliderait notre trade. Donc, en conclusion, on ne peut pas bouger notre stop. Mais en prenant 50%, on finance notre stop, puisque même si après on a tort finalement et que le marché casse vers le bas et qu'il vient chercher votre stop, bah, finalement vous sortez à jeu en fait de ce trade. Vous n'avez rien perdu. D'accord? Donc c'est une façon de gérer l'incertitude, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà, je pense que l'intérêt premier, ce que je dis dans mon article, c'est avant tout de protéger votre capital, d'accord? Quand vous tradez, votre premier réflexe est avant tout de protéger votre capital, et donc il vaut mieux avoir une courbe croissante lente, mais avec un drawdown, donc une variation faible, plutôt que une variation forte, c'est-à-dire vous avez une forte progression mais d'une montagne russe. Parce que ça, c'est en cas de coup dur, je peux vous dire qu'il y a un risque psychologique très fort derrière que simplement vous vous envoyez en l'air. D'accord? Donc il vaut mieux avoir un money management sain avec des leviers vraiment raisonnables et parfois des logiques de financement du stop en cas d'incertitude avérée. Voilà. Alors, je vais répondre donc à vos questions. En tout cas, donc trader avec les warrants n'est pas top. Est-ce que je l'ai déjà fait? Non, je n'ai pas tradé donc avec les warrants. Je sais qu'il y a des plateformes qui permettent de se positionner, mais soit on donne un objectif, soit on donne un stop, mais on ne peut pas donner les deux. Pour moi, ça reste bon. Ça correspond pas en fait à la philosophie que j'ai moi du trading. Ça peut correspondre à une logique en termes d'investissement, c'est-à-dire qu'on finalement on achète des actions et à ce moment-là, bon bah voilà, on a juste acheté et puis c'est vraiment de l'investissement swing. Donc c'est pas une logique de stop puisque ni forcément d'objectif clair, simplement parce qu'on n'a pas de levier, tout simplement. Mais ce n'est pas un marché sur lequel moi je suis positionné. En général, quelle est la proportion des ABC? Question de visiteurs. Les ABC, ça dépend. Quand on est en vague 1, vous voyez par exemple ici on était en vague 1, donc on a fait du 1, 2, 3, 4, 5, et bien on a retracé 61,8%, c'est-à-dire qu'une vague 1 en général retrace souvent profondément, d'accord? Donc 50, 68%. Une vague 3, la vague 4 va retracer en général 38,2%. 38,2% de la vague 3. D'accord? Donc vous voyez ici, si je devais mettre un niveau de retracement, alors je ne l'ai pas fait, on va le voir ensemble. Bon, vous voyez ici, regardez pile, la vague 4 a retracé 38,2. On y est précisément, vous voyez, comme quoi ces niveaux de retracement offrent des véritables supports. Ok, alors par contre, voilà, c'est parce qu'on était en vague 3. De toute façon, là, c'était assez simple de voir qu'on était en vague 3, puisque nous avions une véritable impulsion. D'accord? On voit une véritable poussée haussière avec un momentum assez fort. Donc, j'ai envie de dire, les ABC, ça dépend en fait dans quelle vague tu es positionné.
D'accord? Ça retrace 50-61% sur les vagues 1. Les vagues 3, ça retrace un peu moins fort parce que le mouvement en fait, haussier ou baissier en fonction de la direction évidemment des cours est puissant et donc il y a des prises de bénéfices relativement modérées. Voilà. Alors, je continue, vous avez beaucoup de questions, évidemment. Commentaire de la part de N12. Pour moi, le cuivre a atteint une ligne médiane, tu ne prends pas position, tu entends en retour en bas de canal. Alors, clairement, effectivement, ici, c'est plus l'heure de prendre position sur le cuivre. Alors, soit, il y avait deux façons de faire. Soit ici, vous preniez le cluster, d'accord. Je dois vous avouer que le canal de régression n'était pas simple parce qu'on a quand même fait des plus hauts. Alors c'est vrai qu'en clôture on est comme ça, mais c'est quand même un canal de régression qui était honnêtement subjectif. C'est pour ça que derrière par convention je le mettrai en pointillé. Mais on avait quand même les 61,8 de retracement et puis ici une vague C qui est égale à 618 d'une vague A qui est également un objectif potentiel de vague C. Donc on avait également un cluster, on a eu quelques bougies, vous voyez, quelques doji. Donc ça veut dire qu'ici on avait réellement un support qui s'est manifesté par 2 journées avec une très faible volatilité, d'accord. Et puis derrière avalante haussière. Alors soit on prenait ici avec un stop sous les plus bas, mais c'était risqué parce qu'on n'était pas encore certain que la zone était vue par le marché. On avait certes des doji, mais c'est pas une réaction haussière, c'était pas une réaction bullish. Soit on attendait une véritable poussée, donc un marubouzou, bon là on a eu un marubouzou plus avalante haussière, donc c'était parfait. Mais ça aurait pu être par exemple un harami haussier, vous voyez, ou une étoile du matin avec une belle mèche vers le bas et puis confirmation avec une bougie haussière. Vous voyez, donc parfois c'est des patterns de 2-3 bougies qui vont nous permettre de comprendre que là, des acheteurs se sont réellement positionnés et qu'on n'est pas sur de la prise de bénéfice. Ok. Donc psychologiquement, donc quelque chose d'intéressant se passe en journalier sur ce marché-là. Donc voilà, donc c'était une façon de faire. Donc c'est vrai qu'ici, prendre position, c'est pas dans l'esprit de tout encaisser sur la ligne médiane, on est bien d'accord, on vise plus haut, on va viser un retour sous résistance dans notre trade, donc les deux 13-17, et après une expansion 100%, donc les 2,44, c'est-à-dire un haut de canal, d'accord. Et là c'est vrai qu'on sera sur un haut de canal haussier et un haut de canal baissier. Pour le coup, ça sera assez sain, je pense, de tout encaisser sur ce trade si le marché va jusque-là, évidemment. Maintenant qu'il est sur la ligne médiane, c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de retracement ici. D'accord? On n'est pas certain, mais j'ai envie de dire, il y a peut-être une chance sur deux que le marché retrace, et une chance sur deux, c'est pas quelque chose qu'on a envie de trader, tout simplement. Ok? Alors, Vincent, alors je passe le mot de Vincent. Donc mes excuses, hein, Vincent, c'est vrai que je n'ai pas fait attention que ton webinaire était encore en cours. Donc non, il n'y a pas de souci du tout. J'aurais plutôt mea culpa, j'aurais dû vérifier que le direct était encore en cours. Donc bah écoute, merci à toi donc le webinaire continue. Commentaire de la part de visiteurs. Il est où le 1.3 sur le cuivre? Alors, le 1.3 sur le cuivre, alors je ne comprends pas ta question. Alors en fait, ici, l'incertitude, elle se passe là. C'est que soit on a 1, 2, 3, 4 et 5. À ce moment-là, ici, c'est une vague 1. D'accord? Et là, nous avons fait une vague 2. Donc, on s'attend à une vague 3. D'accord? Ou une vague A et une vague B qui est ici. De toute façon, là, ça peut plus, a priori, on ne peut plus être sur une vague. D'ailleurs, ce décompte-là est plus bon. On ne peut plus être sur une vague 3 ici pour moi. Donc soit, je vais vous expliquer pourquoi. Soit on a fait ABC, A, B et C. Soit nous avons terminé en fait une vague A, grand A, slash 1. Et puis après je vais en rester sur le cuivre parce que je vois que le temps défile et je ne voudrais pas y passer trop de temps. Donc désolé, c'est vrai que ce décompte en fait est imprécis. Donc, soit on a fait 1, 2, 3, 4 et 5, auquel cas c'est une vague ou une vague A ou une vague 1, c'est-à-dire qu'après un retracement 3 temps, on s'attend à une nouvelle impulsion, soit une vague C, soit une vague 3, si c'est une vague 3, vague 4 et puis encore une vague 5 à venir, d'accord? Je ne sais pas pour le moment répondre à cette question, parce que je manque d'historique sur le cuivre. Donc, premier schéma.
Soit nous avons fait donc soit une vague A ou 1, soit nous avons fait A, B et C. C'est-à-dire que nous avons fait A, B, puis 1, 2, 3, 4 et 5. Auquel cas ici, on aurait donc une vague C. D'accord? Ça ne peut plus être une vague 3, puisque nous avons mordu le territoire de la vague 1. Vous voyez, les cours ont pénétré le territoire de la vague 1. Donc le décompte potentiel en vague 3 ici est impossible. On contredit une règle Elliott. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous disais en introduction que j'avais en fait une incertitude elliotiste. Soit on a fait ABC, soit on a fait une vague 1. Je ne sais pas répondre à cette question. D'accord? Mais ce que je sais, c'est qu'ici nous étions sur un véritable support, le tout sur un bas de canal, certes baissier, mais qui a atteint des niveaux de support de degrés supérieurs, des niveaux Fibonacci de degrés supérieurs. Donc pour moi, je préfère conserver un biais bullish et donc rechercher des supports avec des objectifs intermédiaires, limités mais raisonnables, qui me permettent de neutraliser tout risque. D'accord? Vous voyez là, on est vraiment entre la frontière entre l'analyse et le trading. L'analyste vous dit, j'ai une préférence analytique haussière, mais avec une incertitude. Donc deux scénarios possibles, soit en fait tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, un biais haussier, mais dès qu'on sort, biais baissier. Voyez, mais ça ne nous fait pas trader. Alors c'est pour ça que j'ai préféré parler aussi de support et de cluster et de bas de canaux de régression pour quand même donner derrière un plan et une idée de trading avec un money management qui me paraît sain pour gérer l'incertitude elliotiste. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Alors, question de la part de Guillaume. Est-ce qu'on peut confirmer avec le RSI avant de prendre la position? C'est jamais mauvais de confirmer des prises de position en checkant le momentum. D'accord? Si pareil, puisque il est clair que la proposition que je vous ai faite était contrarienne. Mais ça sera toujours le cas en fait avec les trades que je vais vous proposer. Je serai toujours contrarien dans l'unité tactique, mais avec pour idée de me remettre dans le sens de la tendance de l'unité de temps supérieure. D'accord? Donc l'unité de temps supérieure, c'est le daily par exemple, nous sommes haussiers. Nous avons fait un retracement qu'on peut imaginer ici, dont le décompte s'effectuerait en unité H4, et donc une prise de position dans unité H4 haussière qui me remet dans le sens de la tendance de fond haussière qui est en cours depuis le début de l'année 2016. C'est pas rien quand même, hein. Depuis début 2016, on est haussier. Depuis le début de l'année, nous sommes haussiers sur le cuivre. D'accord? Donc est-ce que l'année 2016 marque un retournement sur les métaux? C'est mon sentiment. D'accord? Et ce sentiment, je le traduis en termes de trading en attendant un retracement sur une tendance qui donne quelques éléments tangibles sur les marchés. Okay? Donc c'est une approche contrarienne dans l'unité tactique, mais dans l'idée de se remettre dans la tendance de fond. D'accord? D'où des prises de bénéfices intermédiaires, et puis derrière, nouvelle prise de bénéfices sur cette zone de résistance, parce que ça peut encore se transformer en une structure chartiste de type triangle, et derrière, un solde qu'on laisse traîner en swing, d'accord? Sans bouger le stop sur le swing. Donc voilà l'approche. Alors, merci Sylvain. Beau scénario sur le cuivre. Merci Sylvain, que je vous invite à suivre, évidemment très fortement, très actif en tant qu'analyste et trader. Donc vous apprendrez beaucoup auprès de Sylvain et de Vincent. C'est vrai que c'est une belle équipe. Donc je vous invite évidemment à suivre tous les analystes de DailyFX qui se donnent corps et âme pour transmettre leurs connaissances. Alors, visiteurs, les warrants c'est pour les pauvres, les CFD pour les fortunés et les futurs pour les grosses fortunes. Voilà, bon, peut-être que c'est une façon de raisonner ça. Les futurs, effectivement, il faut avoir quand même beaucoup d'argent en portefeuille, nous sommes d'accord. Alors, faut-il rechercher des cassures de triangle daily composées de 3 points minimum? Non, pour moi un triangle c'est 5 points minimum. D'accord? On va en voir un tout à l'heure sur l'USD Yen. Okay. Un triangle, au sens héliotiste du terme, c'est 5 points. 3 points,
3 points, ça ne permet pas de définir un triangle, en fait. Ça permet de définir un triangle d'un point de vue géométrie, mais pas d'un point de vue analyse technique. D'accord? Ce qui va nous permettre de définir un triangle d'un point de vue analyse technique, ce sont deux obliques qui convergent. Et deux obliques qui convergent, il faut forcément 4 points. Voilà, d'accord? Ok. Alors, ça c'était pour le cuivre. On va maintenant passer au pétrole. Alors, le pétrole, vous vous souvenez, c'était semaine dernière, mercredi dernier, on était ici, sur cette bougie-là, et je vous avais dit, attention, les 44,50, c'est un point potentiel de retournement. Ok, alors je ne vous avais pas dit qu'il fallait shorter, hein. Je vous avais dit que pour shorter, il faudrait que le marché soit très sympa avec nous, qu'il casse cette fourchette haussière, donc il va y avoir du temps, et puis qu'il nous offre un pullback bien placé, d'accord? Donc il nous indique que cette fourchette-là, qui est le seul canal potentiel, ce qui est le seul canal possible, j'ai envie de dire, pas le seul canal possible, c'est si le marché casse cette oblique de report, il n'y a plus de canal haussier possible pour modéliser la hausse. Ça veut dire que un retracement profond va avoir cours, certainement pour une vague 2, et puis après repartir, je pense, très bullish sur le pétrole, puisque c'est ma vision, une vision que j'ai pour le moment. Okay, mais ce que je vous avais dit, c'est que ces 44,50, c'était le haut d'un canal de régression, d'accord? Donc là, c'est difficile, vous voyez, un très joli canal de régression. Donc c'est difficile en fait maintenant de se positionner à l'achat sur cet actif, sauf un achat de moyen terme, hein, peut-être avec des stops tout en bas. Mais bon, avec un pétrole à 45, c'est pour viser combien? Si on met un stop à 20, franchement, ça veut dire qu'on vise 80, d'accord, pour faire du 1 pour 2. Donc je crois pas que ce soit quelque chose de logique en fait. Donc ça veut dire quoi en conclusion? Ça veut dire qu'ici c'est difficile de se positionner à l'achat, puisqu'on est en haut de canal, on est sur des niveaux Fibonacci, des niveaux de résistance. Donc pour moi il faut que le marché retrace. Et c'est quelque chose que j'aimerais voir, simplement parce que ça nous permettra après de nous repositionner à l'achat sur un prix qui nous paraîtra évidemment bien plus acceptable. D'accord? Mais ce prix, je ne le connais pas encore. Tout ce que je sais, c'est qu'on est sous résistance, et que sous résistance, si vous étiez acheteur, il faut prendre vos bénéfices. Voilà, ça par contre, c'est un vrai conseil, je pense, de prudence au regard de la configuration graphique que je vous présente. Donc vous voyez, ça n'a pas manqué, hein. C'est-à-dire que ici, on a eu, vous voyez, une petite bougie, et puis derrière, bing. Alors la ligne médiane a permis au cours de retrouver un support. Mais rien ne nous indique qu'on n'a pas fait une première vague ici baissière, une vague 2, et puis derrière une troisième vague à venir qui va envoyer les cours vers le bas de ce canal. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle, ici, pour moi, stop achat sur le pétrole, et vendre, par contre, peut-être, disons que acheter n'est plus pour moi un plan logique. Vendre, c'est possible, mais il faudrait regarder dans des unités inférieures, par exemple le H4 ou le H1, ce que je n'ai pas fait, d'accord, et commencer à travailler d'un peu plus près ce mouvement, d'accord. Donc ici, par exemple, est-ce que nous avons eu du 5 temps? Je dois vous avouer qu'il faudrait que je me casse un peu la tête, parce qu'on a un mouvement quand même qui est un peu lancinant. Est-ce que là, nous avons eu du 3 temps? C'est possible. On a potentiellement une vague A, B, W, X, A, B, Y, donc une vague A, B et C, d'accord, avec formation potentielle d'un double top. Donc à ce moment-là, on irait chercher le haut, qui est ici, le bas qui est ici, et nous aurions une fourchette d'Andros, d'accord. Donc une façon de faire, par exemple, ici, ce genre de choses, puisque bon, on voit que la ligne médiane est pas mal, hein, on a des cours qui semblent l'avoir longée, d'accord. On est arrivé en haut, une façon de faire, ça pourrait être, il y a deux façons de faire, d'accord, pour gérer ce genre de choses. Alors attention, hein, là ce que je vais vous dire, c'est, et après je vais regarder les autres questions, sur lesquelles je n'ai pas encore répondu. Je voudrais juste vous apprendre quelques petites choses ici. Sur ce genre de situation, ok, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé sur une zone de résistance, on a identifié une zone de résistance, d'accord? C'est l'étape numéro 1, ok? C'est une résistance, temps pris, haut de canal baissier,
et résistance chartiste et Fibonacci. Okay, donc on a quelque chose vraiment d'intéressant. Bon, maintenant on est, a priori, on a un biais haussier. La stratégie, c'est d'attendre un retracement pour se repositionner acheteur. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On attend. D'accord? Voilà, on attend, on fait rien. Maintenant, on peut aussi se dire, bon, ok, j'ai pas envie d'attendre. On va se mettre dans une unité de temps inférieure, unité tactique. Notre unité stratégique, c'est l'unité journalière. Elle nous dit qu'on est sous résistance, une vraie zone de blocage. Donc l'idée, c'est de trader sur du court terme un retracement sur le pétrole. D'accord? Donc on travaille au corps. On fait un décompte. Idéalement, il faudrait pouvoir réaliser un décompte en 5 temps, ce que je ne suis pas sûr. Là, a priori, c'est potentiellement décomptable. Vous voyez, on peut le décompter. En fait, ça, c'est le problème. On peut le décompter en 3 temps. Vous voyez, A, B, C, donc W, X, A, B et W et I. Pardon. Donc, A, B, C, donc vague Y. Donc, W, X, Y. C'est possible. D'accord? Mais on peut aussi avoir du 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc à ce moment-là, incertitude. Parfois, quand vous avez des belles vagues comme celle-ci, les deux décomptes sont possibles. Et là, franchement, moi, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas choisir entre les deux, donc incertitude. D'accord? Alors, face à ça, on essaye de mettre une fourchette d'Andrews et on regarde les contacts avec la ligne médiane. Bon, c'est un peu subjectif quand même de dire qu'ici, nous avons des contacts clairs sur la ligne médiane. C'est franchement quand même subjectif. Néanmoins, on a un point pivot ici, clair, un point pivot ici, clair, et un point pivot clair, puisqu'on a plus de 8 bougies de part et d'autre qui définissent ce point-là. D'accord? Vous voyez d'ailleurs ici la fourchette d'Andrews qui commence à faire un peu résistance. Okay? Donc, deux façons de procéder. Soit on entre ici, cash, au contact de la fourchette, on y va, stop sur les derniers hauts. D'accord? Tout petit levier, parce que c'est spéculatif. Okay. Façon de faire, vous voyez, comme le haut de la fourchette, a priori, on travaille, il y a des petites prises de bénéfices qui se font, bien entendu, c'est pas clôturé, il peut tout se passer, si le marché veut la transpercer, il la transpercera. Donc première méthode, on y va là, stop serré, et puis quoi qu'il en soit, TP1 sur la ligne médiane. D'accord? Et TP2, vous connaissez la technique maintenant, vous allez mettre une expansion Fibonacci sur cette potentielle formation double top, potentielle. Donc on mettra ici une expansion, comme ceci. Je positionne sur les hauts, sur les bas et sur les hauts. Et vous avez différents niveaux de prise de bénéfice. Donc le premier niveau de prise de bénéfice, Fibo, il est sur les 61,8. Donc sur les 41,80, soit c'est sur les 41,80, soit c'est sur la ligne médiane. Vous regardez comment le price action se développe sur ces niveaux. Et puis vous avez une deuxième prise de bénéfice sur le niveau des 40,14. Donc ici par exemple, ce qui peut se passer, c'est que le marché aille comme ça. D'accord? Et si le marché descend, et sous cet angle-là, eh bien vous prenez une grosse partie de vos bénéfices. N'oubliez pas que en termes d'amplitude, avec une position prise ici, vous jouez 80 points de stop pour aller en rechercher 350. D'accord? Donc en termes de money management, vous êtes vraiment bien puisque c'est plus que du 1 pour 4. Donc c'est une première façon de faire. D'accord? Deuxième façon de faire, plus conservatrice, vous attendez une rupture de la ligne de coup de ce que j'appelle être un 1, 2, 3 réversal. D'accord? Donc à ce moment-là, vous avez ici donc un support qui s'est constitué. Si on revient clôturer en dessous de ce support, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté baissière en horaire. À ce moment-là, votre stop, il sera ici. D'accord? Vous prenez position sur clôture en dessous de la ligne de coup. Et vous voyez, on peut retrouver une forme de structure un peu en épaule tête épaule. Vous voyez, même si c'est un peu tiré par les cheveux parce que la première épaule, elle n'est pas très haute. C'est un peu l'esprit chartiste de ce genre de positionnement. Et puis, même TP que précédemment. Donc là, sur les 41,80, vous prenez par exemple du 1 pour 1. Et du coup, vous avez financé votre stop. Vous prenez 50% et le reste, vous le laissez traîner. D'accord? C'est une deuxième façon de procéder. De toute façon, après, à vous de voir un petit peu comment vous voulez procéder. Mais je vous explique une façon d'utiliser les fourchettes comme obliques de résistance et d'y associer un money management, soit agressif, parce que vous pensez vraiment qu'on est sur une résistance très forte, soit un peu plus conservateur, vous attendez que le marché commence à casser des bas de plus en plus bas.
d'accord? Que le marché se mette en loi d'eau baissière dans cette unité horaire. Ok, voilà. Bon, j'espère que j'étais à peu près clair sur cette approche. Alors, je reviens sur les questions. Quand je dis prendre 50% de sa position, c'est-à-dire si tu prends de l'eau, tu en vends un, c'est exactement ça. Voilà. Tu as pris de l'eau et donc tu vas en clôturer la moitié, tu vas clôturer donc un lot sans toucher ton stop de départ. Et si il y avait la même distance entre ton point d'entrée et le stop, d'une part, et ton point d'entrée et là où tu prends tes bénéfices, donc un risque-reward de 1 pour 1, et bien en clôturant un lot, tu as bien neutralisé complètement ton risque sur cette position. Alors je le prends quand même avec des pincettes, parce que ça ne tient pas compte des gaps, ce que je vous raconte. C'est vrai que si un lundi matin, vous vous retrouvez sur le cuivre avec un gap de 100 points, vous vous retrouvez en dessous de votre stop. Et vous allez perdre donc de l'argent sur cette position, puisque votre stop n'aura pas été percuté au prix que vous avez entré sur la plateforme. Il aura été percuté en dessous. Okay, mais bon, on est mercredi, il y a encore de la distance avant d'être vendredi soir pour que le trade continue de se développer, donc je juge que le risque de gap est vraiment faible, même si le cuivre doit clôturer 1 heure dans la nuit, c'est pas à mon avis suffisant pour générer des gaps de 100 points sur cet actif. D'accord. Par contre, le week-end, c'est une autre affaire, puisque le week-end, on a des statistiques qui se développent en Chine, et donc le lundi matin ou le dimanche soir, on peut se retrouver avec des gaps sur le cuivre. D'accord. Mais on est assez loin de la clôture hebdo. Donc pour moi, on pouvait y aller en termes de money management de cette façon-là sur le cuivre. Voilà. Donc merci Vincent pour ta remarque sur le cuivre. On est donc en phase tous les deux. Je suis assez d'accord avec toi. Tout à fait d'accord même. Alors, visiteur, ce serait bien qu'à l'avenir, votre webinaire dure 1h15 à 1h30 au lieu de 1h. Bah écoute, merci visiteur. Après, c'est pas forcément évident, hein. Le calendrier est assez chargé pour tout le monde. Alors, Nwoon2, avec ta méthode, quel bankroll management préconises-tu? Alors, c'est une question assez vaste. Le bankroll management, pour moi, c'est une vraie question. Le bankroll management, d'une façon générale, il y a des principes clés à adopter en termes de BK management. Le premier principe, il est que plus une position est forte, c'est-à-dire que vous avez plein d'éléments qui viennent en support, plus une position est forte, plus vous pouvez mettre en termes de capital sur cette position. Alors attention, il faut rester mesuré. Quand vous prenez, vous mettez quelque chose en position, vous mettez 1%, 2% de votre capital, pas plus. D'accord? Et puis parfois, vous pouvez amener à mettre 3% et ça reste quand même, ça doit rester quand même marginal parce que vous avez quelque chose de vraiment très solide. D'accord? Vous avez quelque chose de très solide, un vrai support croisé de différentes natures, plus un bas de canal, vous voyez, donc un vrai cluster temps prix bien solide. Et à ce moment-là, vous vous dites quand même, puisqu'il y a tout ça, ça veut dire que le risque que je prends sur cette position, il est moindre, puisque j'ai plus d'éléments qui viennent m'aider en termes de probabilité de succès. Et donc, puisque votre probabilité est meilleure, eh bien, vous pouvez donc parier un peu plus. C'est-à-dire que vous allez compenser. Compenser, c'est pas le terme, mais vous allez finalement prendre un risque financier supplémentaire parce que la position est un peu plus saine par rapport à des trades moyens. Voilà, d'accord. L'idée, c'est d'arriver finalement à quelque chose d'assez lissé sur toutes vos positions. Si vous avez une position que vous jugez spéculative, pourquoi? Parce que le cluster, il est là, mais il y a des éléments un peu subjectifs. Parce que vous êtes contre-tendance. Vous voyez, par exemple, sur le pétrole, on est en contre-tendance journalière à shorter. Donc ça reste en plus, vous voyez ici, cette fourchette, elle est spéculative. Le décompte, il est spéculatif. Finalement, j'ai qu'une fourchette. C'est pas grand-chose. D'accord? Donc sur ce genre de situation, il faut vraiment pas mettre du lourd. D'accord? Donc vous allez plutôt mettre 0,5% de capital maximum. Okay, et puis peut-être qu'ici il est beaucoup plus sage d'attendre quand même une rupture de cette zone de support qui est ici. Au moins vous aurez un élément tangible supplémentaire, c'est qu'un support vient d'être battu et donc vous avez une loi d'eau baissière qui se met en œuvre. D'accord? Donc vous voyez, ce genre d'éléments,
on gère l'incertitude par du money management, dans tous les cas de figure, par des prises de bénéfices, on va dire, intermédiaires, et par un positionnement en termes de taille ajusté au regard de la qualité de la situation. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne façon de synthétiser d'une manière générale le bankroll management. Ok. Alors, comment fait-on si on doit clôturer suite à une date d'échéance de contrat, exemple pétrole, etc. Clôturer suite à une date d'échéance, s'il y a un contrat qui se termine sur la plateforme FXM, ça va être clôturé automatiquement. D'accord. Sinon, ça veut dire que il n'y a pas le choix, on ne peut pas dire à un trade, je veux que tu te clôtures à telle date, 5 heures avant par exemple, l'échéance d'un contrat, parce que volatilité oblige. On ne peut pas, donc il faut le faire manuellement. Alors, après on va aller sur le DAX. Donc la bankroll, j'ai répondu. Vague 4 après Alt 3 sur UK Oil. Alors je vais y venir et après il faut qu'on switch quand même sur... Et après il faut qu'on switch, je me mets en journalier. Alors en fait ici pour moi on a fait la vague 4, on a fait une vague 4 je pense ici. Puisqu'en fait on a 1, 2, puis on a fait 1, 2, 3, 4, 5, donc vague 3, vague 4, on a retracé 38, 2, donc pour moi la vague 4 est ici en fait, tout simplement. Là il n'y a pas trop de solution. En fait au départ c'est juste que j'avais un décompte qui traînait avec une vague A, une vague B et potentiellement une vague C ici, mais j'ai simplement ajusté puisque maintenant on a clairement du 5 temps. D'accord. Donc on a fait une vague 4 et donc là potentiellement on termine je pense une vague 1 sur le pétrole. Alors je vais quand même en fait détailler ça. Parfois, alors déjà premier élément, vous avez ici une divergence qui est arrivée sur le pétrole. D'accord. Vous avez une divergence, c'est-à-dire qu'on ne fait plus des plus hauts. Alors pourtant, le marché a réalisé des plus hauts ici entre la vague 3 et cette vague qui est là, qui est pour moi, je pense, une vague 5, à confirmer, bien entendu, pardon, à confirmer, mais je pense que nous avons fait une vague 5. Cette vague 5, en général, génère une divergence. C'est ce qu'on peut constater ici. Vous voyez, on a échoué à réaliser un plus haut sur le RSI, donc, puisque c'est plat, alors que les cours montent, divergence baissière. Donc pour moi, on a fait une vague 5. D'accord, je pense. Après, ce qui me permet de dire qu'on a fait aussi une vague 5, c'est qu'on arrive en haut de canal et on est à des niveaux de résistance, un petit peu comme si le marché avait voulu aller rechercher, finalement se synchroniser avec les contraintes techniques, chartistes et graphiques pour finaliser cette impulsion. D'accord. Alors, je peux me tromper, ou surtout on peut avoir une vague 5 qui peut être en impulsion et casser des plus hauts. C'est possible, d'accord, mais c'est difficile de... honnêtement, je ne peux pas vous le conseiller. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, ici, franchement, on va tout casser par le haut, et votre stop, c'est ça. Donc, même si on est là, c'est pas grave, on achète, stop là, parce que le marché va tout casser par le haut. Franchement, je crois que personne ne peut le dire. Et moi, si je vous disais ça, je serais juste un menteur. D'accord? Parce que j'en sais rien en fait. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sous résistance. Et que sous résistance, on n'achète pas sous résistance. Pour acheter, il faudrait qu'on casse tout ça là, qu'il y ait une impulsion qui casse, et qu'après on recherche un pullback. D'accord? Une fois que c'est cassé, très bien. Le marché nous a dit, ok, on sort maintenant d'un canal baissier swing, ok, l'impulsion est vraiment confirmée, et donc maintenant on est super bullish pour quelques mois sur le pétrole. Donc on va attendre un retracement en espérant des zones de pullback qui soient fortes, ok, à déterminer. Mais pour l'heure, moi, tout ce que je vois, c'est que le marché bute sous résistance. J'ai identifié ça comme une zone de résistance quand même assez forte. Et donc, le seul plan, c'est d'essayer de trader un retracement court terme. C'est le seul plan logique. Ça ne veut pas dire que c'est stratégique. Attention, c'est tactique, pas stratégique. La stratégie, c'est attendre un repli intéressant pour se repositionner dans le sens de son biais analytique, qui est pour moi acheteur sur le pétrole. Jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Voilà, ça c'est le message que je voulais vous donner. Ok, donc le pétrole, j'en ai parlé. Le cuivre, on est bien, sur notre trade on est bien, puisqu'on est arrivé sur TP1. Sur le gaz, j'ai conseillé, je pense, un achat. J'ai conseillé donc, j'ai donné un billet acheteur moi sur le gaz.
Vous savez pourquoi. Je pense qu'on potentiellement on constitue un double bottom. Bon, vous voyez, on était quelque part, hein, quand j'ai publié mon article, on était peut-être même sur cette zone-là, je ne sais plus exactement où on était. Bon, bah, vous voyez, le marché a cassé ce range qui est ici et bute logiquement sous la résistance Fibonacci des 2,10. Donc c'est vraiment la zone à battre. Il faut passer les 2,10 pour aller chercher l'objectif suivant que sont les 2,41. D'accord. Mais tant qu'on est au-dessus de cette oblique, on est acheteur sur le gaz. Tout simplement. C'est une vision assez simple. On est pour moi sur une zone de rebond moyen terme qui n'est pas encore validée. Pour la valider, il faudrait casser cette structure en double bottom, mais je pense qu'on peut avoir une démarche à l'achat agressive sur cet actif avec un levier faible puisque nous sommes pour le moment encore contre tendance tant que ce double bottom n'est pas validé. Alors, donc voilà, je vais juste, il est quelle heure? 47. Un mot sur l'AUD et après je switch sur les indices. Bon, bah vous voyez, l'AUD, je vous avais dit que la semaine dernière, il restait encore un peu de jeu pour aller rechercher le haut de ce canal baissier. On est arrivé pour moi dans cette zone de résistance, on est sur le haut de ce canal. D'accord, vous voyez, si je devais enlever, voilà, on est parfaitement sur le haut de l'Andrews, on est sur les 200% de quelque part de cette structure, d'accord, qui n'est pas un double bottom certes, mais qui génère en fait des niveaux intéressants de résistance. Les 200%, c'est toujours un niveau de résistance sur ce genre de structure claire. On a 3 points pivots clairement identifiables. On est potentiellement sur le haut d'un canal de régression baissier. Franchement, si vous étiez acheteur sur l'AUD, pour moi on a fait 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce qu'on a une divergence qui apparaît sur l'oscillateur? Pour moi, quand je regarde un graphe comme celui-là, je suis quasi sûr qu'on a une divergence sur l'oscillateur. On va l'afficher ensemble. On va afficher une divergence, un indicateur, pardon, le RSI. On va regarder, et du coup ça me permettra donc de répondre à une question qui m'avait été donnée sur le RSI. Le RSI me permet par les divergences de confirmer des vagues 5, d'accord, évidemment ça permet aussi de se dire que un mouvement haussier est affaibli et qu'un retournement devient possible et que si le marché est arrivé sur votre zone de retournement, eh bien il y a alors une raison supplémentaire effectivement de penser que le marché va bien se retourner sur ce timing puisque on a une divergence qui est souvent en avance sur les prix, d'accord, qui vient d'arriver. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, en approche de cette résistance, a commencé à prendre des bénéfices. C'est ça en fait une divergence. C'est-à-dire que quand le marché est arrivé ici, et bien même s'il a continué de monter, il monte avec un momentum qui est plus le même qu'auparavant. Ça veut dire qu'il a du mal à monter. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne prennent que des positions court terme et qu'il n'y a plus de gros positionnement à l'achat. D'accord? Donc on voit bien ici, hein, si on a bien un top qui se fait, on aura une vraie divergence, hein, clairement. Alors elle n'est pas confirmée, puisque nous n'avons pas encore la certitude que nous aurons bien un top. Néanmoins, on voit bien qu'entre ce point-ci et ce point-là, on a eu un plus haut sur les prix qui n'est pas confirmé sur le RSI. Donc nous avons une divergence potentielle. Si là on a 3 bougies baissières, donc formation d'un top, bon bah clairement ça veut dire que là le RSI va baisser et donc une divergence sera confirmée sur l'oscillateur. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre pour le moment? Non, parce que pour l'instant on reste haussier. On a ce canal qui est ici, qui est un canal court terme, donc il faudrait, je pense, quand même sortir de ce canal. C'est vrai qu'on a une divergence qui est apparue, hein. On voit que le marché, mais maintenant il peut pousser à aller chercher le haut de ce canal. D'accord? Auquel cas, vous voyez, l'analyse sera un petit peu mise à mal. Donc c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas de price action, on ne se précipite pas et on attend simplement déjà un premier price action, cassure de ce canal. Si pullback, on y va. Alors, il y a 11 questions et puis je vais vous afficher le DAX. Donc, le DAX, le Bund aussi. Le Bund, j'ai proposé un trade sur le Bund. Où est-ce qu'il en est? Bah écoutez, le Bund pour l'instant, il bloque. Alors, on a potentiellement eu 1, 2, 3, 4, 5, puis A, B, C. D'accord? Donc vague 1 et vague 2. Maintenant, il faudrait vraiment qu'il y aille. Hein. Il faudrait qu'il casse ça pour confirmer la validité du trade et pas qu'il nous ait fait une vague 1, une vague A et une vague B et qui repart aussi. Les deux scénarios sont possibles.
J'étais déçu de voir qu'ici il avait de nouveau échoué. On a un vrai support sur les 163,20 que le marché a du mal à battre. Eh bien, il va falloir être patient. De toute façon, le stop initial était là. Maintenant, avec une structure en ABC, le stop peut être abaissé ici, d'accord. Sur un point d'entrée qui était ici, vous pouvez maintenant commencer à baisser votre risque et baisser le stop qui est ici. Parce que si on vient battre ce point-là, bon, bah, c'est qu'on part dans des combinaisons doubles et franchement, ça veut dire qu'on va sortir de cette fourchette, de ce canal baissier et que du coup, l'esprit de ce trade est perdu. D'accord. Donc pour moi, vous pouvez baisser votre stop maintenant, ici sur les 164,27 et puis attendre et espérer que ce support lâche pour confirmer donc ce trade sur le Bund. Alors Fifi, oui, donc bah, je vais le publier. Est-ce que ton triangle est valable, Fifi? Alors non, c'est pas un triangle qui est valable pour moi. Pourquoi? Parce que ce point-là n'est pas. Ah oui, je peux pas le montrer. En fait, ton premier point du triangle sur la gauche ne fait pas partie du retracement. Ton premier point tout en haut du triangle est bon. Ton deuxième point, donc, qui est pour moi en fait le premier point de contact du triangle, est bon. Le troisième point en haut est bon, mais pour l'instant tu n'as que 3 points. Le point sur la gauche ne fait pas partie de la structure de retracement. Donc pour moi, je ne le prends pas en compte dans le triangle. D'accord? Donc il n'est pas valable. Alors, bon, bah, quel bankroll préconises-tu avec la méthode? Ça, j'en ai parlé. Euh, Ton bankroll management conseillé avec ta méthode, ben ça j'en ai parlé, du bankroll management. J'espère que j'ai répondu à vos questions là-dessus. Y a-t-il un moyen ou une méthode d'éviter de se prendre un gap le lundi matin? Bah, c'est de ne pas être en position en fait, puisque pour le coup non, puisque ce qui se passe le week-end c'est hors cotation, ce sont des mouvements interbancaires qui donc échappent au marché sur lequel on est positionné. Donc pour le coup, il n'y a pas moyen d'échapper à ce gap-là. La seule façon d'échapper à ce gap, ou d'en limiter ses effets, c'est d'alléger ses positions dimanche soir, le vendredi soir, et de reprendre position le dimanche soir. C'est la seule façon de faire. D'accord. On ne peut pas, malheureusement, éviter ça. Donc pour un webinaire plus long, bah, écoutez, faites-en la demande auprès de DailyFX, et puis peut-être que la hiérarchie d'EliFX voudra à ce moment-là vous donner écho. Prendre des bénéfices sur la ML, il faut un cluster de niveau? Pas nécessairement. Pas nécessairement. En cas de situation un peu tendue, l'AML fera toujours résistance. En général, si. Quand l'AML, ça correspond par exemple à une expansion 100%, c'est-à-dire que tu avais une vague A et puis une vague B, donc constitution d'une fourchette, et que on a en expansion vague A égale vague C et que ça tape sur l'AML, là, faut vraiment faire attention. Donc là, il faut vraiment prendre, j'ai envie de dire, plus que 50%. Après, si ça fait par exemple un retracement de 50%, si on tape le niveau de retracement 50% en plein sur l'AML, là aussi, il faut faire un peu attention. D'accord. Il ne faut pas hésiter à prendre des bénéfices parce que ça peut retracer, quitte après à remettre un peu plus bas ce que vous avez gagné au niveau de l'AML, par exemple. C'est une façon de faire, mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous descendez dans une unité de temps inférieure pour travailler en fait le mouvement au corps. Ok. Désolé pour tes questions, Fifi, mais absolument pas. C'était une question importante. Les triangles, il faut bien les tracer. Et pour moi, le premier point d'un triangle, c'est le triangle ascendant, c'est le plus haut que les cours ont fait. C'est ton premier point de triangle. C'est le premier point. Donc il n'y a pas d'autres tracés qui doivent commencer avant ce point-là. Peut-on tracer les médianes dans les fourchettes sur MarketScope? Les médianes, en fait, oui, puisqu'une fourchette, c'est 3 obliques. Donc ta médiane, alors peut-être que tu parlais des mini MLH. Non, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, par contre, c'est tracer une petite fourchette qui, par exemple, si je devais prendre une fourchette je vais revenir sur le pétrole ou sur le cuivre, par exemple. Donc si on devait tracer, par exemple, une oblique inférieure, par exemple, tu peux prendre une fourchette comme celle-ci. Il y a plusieurs façons de faire. Bon, tu peux prendre ça, haut et bas, et après tu alignes l'angle. Vous voyez, ça arrive de façon à ajuster
complètement. Voilà. Et du coup, tu as ta mini MLH qui est ici. Donc après, tu peux tracer une droite et puis effacer ta fourchette. D'accord? Ou alors, prendre un niveau de retracement 50% entre ce point-là et ce point-là, et puis prendre une oblique de même angle, et puis l'ajuster sur les 50%. Bref, il n'y a pas de façon automatique de le faire, il faut le faire manuellement. Bonjour jeune homme, merci Marie-France. Est-ce que je peux faire l'euro USD? Mais bien entendu, il nous reste quelques minutes, on va faire l'euro et on va faire les indices. Donc l'euro, moi je m'étais donné un objectif de 1,17. Je vous avoue que c'est pas clair, on bute sous résistance, sous la résistance des 1,1352. J'ai pas vraiment de plan de trading à vous proposer. J'anticipe une formation en triangle sur l'euro. Qui pour le moment anticipé. Pour Fifi, tu vois bien que mon premier point de triangle, c'est le plus bas que le cours a fait. Niveau de retracement, donc deuxième point. Et ici, troisième point clair. Donc pour l'instant, je n'ai que 3 points. On est en train de monter. Est-ce que le triangle va se former comme ça? C'est possible, mais je trouve que l'angle ne serait pas très propre. Je pense que nous avons une fourchette d'Andrews qui peut attirer les prix sur sa ligne médiane. Donc c'est ce que j'aimerais. J'aimerais encore une poussée haussière pour que le marché aille chercher cette ligne médiane et donc à chercher un quatrième point au moins, aille s'arrêter sur les 1,17. D'accord? Donc je n'en suis pas sûr, mais je n'ai ni envie de l'acheter l'euro, ni envie de le vendre pour le moment. S'il vient chercher l'1,17, j'ai une vraie résistance avec des stops qui sont pas très loin. Donc pour le coup, sur Price Action, je serais prêt à shorter ces 1,17. Mais là, je trouve qu'on est un peu au milieu de nulle part. Et donc, il n'est pas super sexy. Alors, je vous avais donné cette fourchette potentielle de court terme la dernière fois. Le marché, on était à peu près ici. Vous voyez, le marché a bien réagi sur le bas de cette fourchette. Il a été cherché par action de réaction la ligne médiane. Est-ce qu'il va aller plus haut maintenant ou est-ce qu'il va la casser par le bas? Je ne sais pas vous dire. Je préfère rester neutre en toute transparence sur cet actif pour le moment. J'espère qu'il va aller chercher les 1,17, mais je n'en suis pas sûr. Voilà. Et s'il va chercher les 1,17, pour moi, le seul plan sera de le vendre, en espérant qu'on a bien un haut de triangle. D'accord? Voilà. Je préfère être humble sur cet actif parce que il y a plusieurs décomptes possibles. C'est un enchevêtrement de vagues et donc ça exprime une structure de consolidation qui est absolument claire, qui n'est pas pour moi une structure de retournement à l'heure où je vous parle. Donc je pense que c'est une structure de continuation qui à terme appellera des plus bas sur l'euro, mais qu'une hausse court terme reste possible. Voilà. Alors merci Farouk pour ton encouragement, ça fait toujours plaisir, donc je le souligne, merci. Alors pour les contrats, si on est déjà en position et qu'on a des objectifs qui ne sont pas encore atteints, comment réentrer en position? D'abord, si tu es en position et que tu veux réentrer en position parce que tu penses qu'il y a encore du potentiel, tu ne peux le faire que si sur tes positions de départ, tu peux remonter le stop. D'accord? Par exemple, supposons que vous soyez entré sur l'euro, d'accord? Vous visez les 1,17, vous êtes entré là. Super, ok. Et puis vous décidez, là vous vous posez la question, est-ce que je vais renforcer ma position? Je suis rentré ici, je pense que le marché m'a fait une structure retraçante, peut-être un running flat. Donc en fait on a fait ici une première vague et puis on a fait un ABC, donc running flat, et que là il va encore y aller. À ce moment-là, ça veut dire que si tu crois vraiment ta position, le stop qui était là, tu peux le remonter ici. Et donc le risque que tu as économisé, tu peux le réinjecter en renfort ici. Ce faisant, tu vas avoir une position dont l'entrée était ici et une deuxième position de renfort ici avec un stop que tu auras remonté là, d'accord, ou un stop médian. Mais c'est pour moi la seule façon logique de renforcer en termes de money management. Sinon, ça veut dire que tu as une position tu prends un risque financier plus important. D'accord? Et ce risque financier plus important, si le marché se retourne, eh bien, c'est que tu auras réussi à transformer une position gagnante au final en position perdante, ce qui est l'horreur d'un point de vue trading. Voilà, et ce qui est vraiment à éviter. Donc à partir du moment où tu as une position gagnante et que tu veux renforcer, elle ne peut se faire que si elle te permet de remonter ton stop de façon logique, c'est-à-dire sous un dernier bas en loi de dos. Voilà.
Alors, encore 5, vous avez vraiment eu beaucoup de questions. Donc, alors, qu'est-ce que j'appelle par cluster? Alors, pour le coup, je t'invite à voir mes articles parce que j'en parle souvent. Un cluster, c'est en fait une confluence de résistance ou de support, c'est-à-dire des niveaux de résistance, soit par exemple un haut de canal baissier qui vient en même temps qu'une résistance chartiste. Donc, c'est des résistances de nature différente, ça peut être aussi un niveau Fibo clé de nature différente qui arrive sur une zone très petite. Ça vient renforcer finalement la résistance, et simplement parce que des traders qui n'utilisent que Fibo vont eux voir une résistance Fibo, les chartistes vont eux voir la résistance chartiste, et ceux qui ont tracé le canal vont également voir le canal. Donc des traders de catégories, j'ai envie de dire, de styles différents, vont tous voir finalement une même résistance sur un même niveau de prix. Et donc ça renforce la probabilité en fait baissière, donc la force de cette résistance. On n'arrête pas de demander plus de webinaires, vague d'Elliott. Bah, continuez, hein. Continuez, poussez, c'est comme ça que vous obtiendrez satisfaction, je pense. Y a-t-il une communauté idiotiste en France? Facebook Forum, Twitter, visiteurs. C'est Twitter pour la finance. Twitter, tu trouveras des analyses idiotistes. Alors, je vais terminer sur les indices. Bon, pour moi, vous voyez, sur le CAC, on avait fait une diagonale d'initialisation. CAC ou DAX, c'est le même combat. On a fait, bon, clairement, hein, on a fait une vague 1. Pour moi, vague 1, je pense que c'est vraiment une vague 1 et pas une vague A. On a fait une vague B qu'on voit vraiment en 3 temps. Donc là, pour le coup, on est juste bullish, hein, c'est-à-dire que maintenant, on peut positionner. Bon, de toute façon, c'est clair que le point optimal, c'était vers les 38,60, 4000. Hein, ce point-là, j'en avais parlé vraiment longtemps. On était sur des bas de canaux de régression baissier et bas de canaux de régression haussier terrible. D'accord? Donc ça, c'est vrai que c'était un super point à acheter. Donc après, qu'est-ce qui se passe? En termes de money management, vous étiez entré quelque part sur cette zone pour les, on va dire, les plus audacieux. Ok, bon, vous n'avez pas pris de bénéfice, mais là, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, on a fait un lot, et puis on vient de casser, alors pas tout à fait, on n'a pas encore cassé ce haut. Mais qu'est-ce qui se passe si on casse ce haut? C'est-à-dire qu'on s'affranchit d'une résistance. Donc une façon de faire, hein, ça pourrait être de remonter votre stop. Si vous pensez vraiment qu'on va tout casser maintenant par le haut, sur le CAC, hein, ce qui est possible, vous voyez, le SP, il n'est pas loin de ses plus hauts historiques hein, maintenant. Moi, je pensais qu'il allait un peu retracer. Pour l'instant, il monte de la force, le bougre. Donc, on est quand même assez sur des mouvements quand même puissants sur les indices. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si jamais vous voulez, en termes de money management, renforcer sur breakout? Bon, ce qui est quand même dangereux parce qu'on arrive quand même sur un haut de canal, mais ça serait à ce moment-là, en remontant votre stop initial ici, et votre risque étant maintenant diminué. Si vous êtes rentré là, vous êtes même maintenant gagnant sur ce trade, quoi qu'il arrive, en remontant votre stop, vous pouvez renforcer sur breakout, d'accord, en partant du principe que vous aurez sur cette position un stop quand même assez large, d'accord. Donc ça veut dire que vous aurez besoin d'avoir des objectifs assez ambitieux, et donc en termes d'expansion, ça veut dire que vous allez mettre une expansion sur la vague 1-2, d'accord. On retrouve ici un point de résistance important, puisque grosso modo, les 4653, c'est un cluster Fibo. Pour y revenir sur le cluster, c'est une zone plus ou moins de résistance. Vous voyez ici, là, on a une résistance qui passe dans le coin, les 4670. C'est un niveau d'expansion 0,618 qui fait résistance. On arrive sur la ligne médiane, donc c'est également une zone aussi de résistance potentielle. C'est les 200% de ça. C'est marginal, mais elle vient au même endroit. Donc, et c'est aussi la ligne médiane de ce canal de régression de moyen terme. Donc tout ça me fait dire que là, renforcer sur breakout, moi j'irai pas. D'accord, j'irai pas. Mais si vous y croyez et que vous pouvez le faire parce que ça ne vous augmente pas votre risque financier parce que vous étiez positionné déjà très bas et que vous avez une vision super bullish, why not? Moi je dis quand même attention aux 4670. On risque d'avoir quand même ici un problème. Hein. Sur cette zone-là, ça risque d'être quand même un peu compliqué. Okay. Alors sur le DAX, on a quelque chose d'à peu près équivalent. Hein. Vous voyez, donc vague 1-2, hein, vous avez vu ici hein, la zone de résistance qui a bloqué. Puis finalement, le marché a trouvé, alors c'est un canal un peu marginal,
pas très joli, mais je pense que c'est ce canal-là que le marché a trouvé. Et là, on va arriver aussi, hein, quelque part, quand il arrivera là-haut, ça sera de la résistance multiple, ça va être un peu tendu. On peut regarder ce que ça nous donnera en termes d'expansion. Donc je mets une expansion sur la vague 1-2 ou la vague ABC, et vous voyez là-haut, on sera sur les 100%. D'accord? Donc si c'est une vague ABC, et pas une vague 1, 2, 3, et bien là, moi je vous dis quand même, attention sur les indices. Cette zone-là, c'est une zone potentielle de short. D'accord? Donc je reviendrai par un article sur le sujet, parce que je pense que ça mérite d'être détaillé, ce genre de choses. D'accord? Donc bullish jusque les 10 800 à peu près sur le DAX, et à partir des 10 800, attention, je pense que le marché peut retracer. D'accord? C'est-à-dire que vous devrez prendre des bénéfices et plus acheter du tout quand le marché arrivera là. Est-ce qu'il cassera tout par le haut? C'est pas impossible, mais on arrive sur une zone de cluster, sur une zone de résistance croisée. Donc à minima, je vous dis pas de shorter, mais je vous dis de prendre des bénéfices. Voilà. Je vous en prie. Donc les indices, voilà. Donc j'en ai parlé quand même brièvement en conclusion. Vous voyez comme quoi on peut être à l'achat sur l'euro, haussier sur l'euro et puis haussier sur les indices. Vous voyez que les corrélations, c'est quand même quelque chose qui est fluctuant. Alors merci Alain34 pour ton commentaire. Pourriez-vous me faire voir comment positionner au mieux une fourchette d'Andrews? Eh bien Fifi, ce sera pour la prochaine fois puisqu'il est 17h17. Je reviendrai sur les fourchettes. Pour les tracer, il faut distinguer les canaux de régression des fourchettes d'Andrews. La fourchette d'Andrews, c'est tout ce qu'on a au départ en attendant d'avoir une information un peu plus claire sur le marché. Donc elle nous donne des objectifs de retour sur la ligne médiane, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas hésiter à modifier l'angle d'une fourchette pour s'ajuster à la réalité du marché. Et à ce moment-là, on parle de canal de régression avec les mêmes propriétés d'action-réaction que vous connaissez si vous suivez mes articles, c'est-à-dire des retours vers la ligne médiane avec une bonne probabilité. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite un excellent trading, et puis je vous dis donc, écoutez, dès demain pour mon prochain article sur DailyFX, et à mercredi prochain, 16h, pour le prochain webinaire, et bien entendu, en attendant, les webinaires de Vincent, de Sylvain, de Yoav, et leurs articles respectifs, qui sont des mines d'or, et également très riches en instructions, et donc sur le plan pédagogique, en plus d'être informatif, évidemment, sur les marchés financiers. Merci à vous, et je vous dis donc à très bientôt, et je publie la vidéo ce soir. Non, ça sera plutôt, il est 17h, ça sera plutôt, non, je la publierai demain. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très très vite. Au revoir à tous. Ciao, ciao.